Son nom est Zigel, Jean-François Zigel. Une nouvelle fois, cet homme ose relever l'incroyable défi, nous faire découvrir et aimer la musique classique en une soirée. Ce soir, avec l'actrice Mathilde Amet, le comédien et metteur en scène Francis Perrin et le rappeur Passy, il nous fait faire le grand écart entre le XVIIIe et le XXe siècle en faisant rimer Vivaldi avec Ligeti. Pour l'aider dans sa mission, un célèbre chef d'orchestre baroque, le très énergique Jean-Christophe Spinozzi à la tête de son ensemble Mathéus, le quatuor Diotima, grand spécialiste de la musique de notre temps, un jeune pianiste de jazz sauvagement créatif et une voix d'un extrême raffinement. Mais avant cela, le générique, et c'est bien sûr Jean-François Zigel qui l'interprète. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans la boîte à musique. Alors une boîte à musique un peu particulière, placée sous le signe du mélange des genres, du rap, de l'opéra, de l'orchestre, de la voix, du classique, du contemporain, du baroque. Et pour illustrer ce mélange des genres, ces surprises, ces rencontres, eh bien, vous aurez le plaisir de découvrir la grande soprano Sylvie Valère, le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi et son ensemble Mathéus, le pianiste de jazz Yaron Herman. Je vous propose maintenant d'applaudir chaleureusement, déjà sur le plateau, le quatuor Diotima. Et maintenant, pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir l'actrice Mathilde Amet. Bonsoir Mathilda. L'acteur et metteur en scène Francis Perrin. Bonsoir Francis. Et enfin, le producteur-rappeur Passy. Alors, vous avez tout essayé avant le début de cette émission pour échapper au quiz. Eh bien non, vous n'y échapperez pas. Nous commençons, comme de coutume, l'émission par un quiz. Veuillez me suivre autour du piano. Alors, c'est un quiz à 2 degrés. En fait, c'est un quiz qui s'intitule Sample classique. Il s'agit de vous jouer des tubes de la musique classique qui ont été utilisés en sample par des chanteurs de rap. Alors, premier degré, il faut reconnaître ce que c'est. Deuxième degré, qui l'a utilisé. C'est parti. Numéro 1. Chopin. Oui. NTM. Très bien. On fait une équipe là. Ouais, vous êtes une bonne équipe. Alors Francis, NTM. Bonjour. Alors NTM, That's My People, et c'était un prélude de Chopin, le prélude en mi mineur. Nous continuons. Numéro 2. Bach. Bien. Elle est forte. Hein. Ouais. Ne chante pas. Ah, ils connaissent aussi, hein, le quatuor. Hein. Et c'est quoi de Bach? C'est... Prélude. Non. Non. Toccata? Non. Non. Fugue. Je vais tout Oh, s'il a envie de chanter, enfin Mathilda. Non, c'est quoi? citer. Et ça a été utilisé Merci par les qui? garçons. Un rappeur américain ou des Ah non, Un rappeur français? Il y en a plusieurs qui l'ont. Il y en a plusieurs, exactement. c'est ouais. pas, oui, ça c'est. Mais alors qui Il y a même une pub télé qu'il a pris aussi, je Oui, crois. Ouais, ouais. ATK, Tricher et Sweetbox. Everything's gonna be alright, c'est d'autant plus facile que je l'ai noté, c'est très bien, c'est pratique. J'ai oublié de vous dire que c'était l'aria de la suite en ré de Bach. Très bien, nous continuons. Numéro 3.
tellement connu. C'est Tchaïkovski, non? Non, ça n'est pas Tchaïkovski. C'est Oh. encore un tube. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les rappeurs prennent toujours des tubes de la musique classique. Ben, ces morceaux sont magnifiques. Le rap, c'est un peu ça, c'est c'est mélanger des cultures et réussir à redonner un nouveau message avec. Alors, qui est le rappeur avec Non. Le rappeur, je sais, c'est Exhibit, je Ouais. pense. Paparazzi. Paparazzi. Fort. Est-ce que c'est un compositeur russe, non? Non. Pas Beethoven. C'est pas Ravel? Debussy? Presque. Debussy. Presque. Non. Forêt. Forêt. Ah. La pavane. J'allais dire Forêt. Alors, juste une petite chose. L'air de... En fait, ils ne sont pas traités de la même manière parce que, par exemple, le de Chopin, c'est juste les premières notes qui sont samplées. Tandis que l'air de Bach, c'est tout l'air, en tout cas dans la version de Sweetbox. Et dans Exhibit, c'est uniquement le thème qui est repris en boucle. Mhm. Donc, il y a plusieurs manières... De sampler, ouais. Voilà. Alors, je continue. Numéro 4. Adagio. C'est l'adagio. Non. C'est pas Vivaldi. Brahms, Schubert, Schumann. Oh, Mozart? Non. Oh non. Oh, c'est archi connu. Moi, j'ai la réponse, j'ai ma réponse. Ah, Vas-y. Ben non, mais moi, je sais qu'il a Albinoni utilisé. non, pas Albinoni. Le canon de Pachelbel. Ouais. Mais un gentil canon, enfin un canon musical. Canon. Et toi, c'est Ménélique, je me souviens. Bravo. ça? Oh, très fort. Il n'a fait aucune erreur, non? Alors, ça, c'est un cas pour moi qui m'intéresse parce que, en fait, c'est déjà en boucle. Puisque le principe du canon de Pachelbel, c'est d'avoir une suite d'accords, une grille, on dirait, en jazz, qui se répète indéfiniment, toujours, enfin avec des variantes, bien sûr, mais toujours la même grille. Donc, c'est un thème qui est déjà en boucle Voilà. dans l'original classique. Donc, c'est plus facile à sampler pour nous, les rappeurs, parce que quand c'est des grands thèmes, c'est difficile de le couper et de le faire tourner en boucle. Un nouveau thème. Ouais, Chopin, la lettre à Élise. Ah, Chopin. Non, pas Chopin. Pas Chopin, la lettre. Beethoven. Je sais pas qui a utilisé celui-là. Alors, à la C'est vérité, c'est samplé comme ça. C'est pas ta 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 ta, c'est. Le thème est modifié. Nas dans I Can. Anas Ek, ah oui, c'est vrai. Et alors, c'est effectivement la lettre à Élise. Enfin, aujourd'hui, on lui enverrait un mail et puis on n'en parlerait plus. Enfin, bon, bref. Je passe Un au SMS. morceau suivant. Elgar, Pompe and Circonstance. Bien, bravo. Oui, le compositeur anglais, tout début Ça a du siècle. été pris dans Pompe and Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Exactement. C'est pas Ménélique aussi, celui-là? Bof. je Non, sais pas. KDD. KDD. Une ouais. princesse est Ouais, une morte. princesse est morte. Et c'est un thème dont Elgar a dit, ça c'est une inspiration qui n'arrive qu'une fois dans sa vie. J'ai terminé le quiz, bravo à tous, vous avez le droit de vous asseoir. C'est bien. Ah, oui, des moyennes quand même. Toi, toi, le rap. Incollable. La culture rap. Alors moi j'ai pensé pour deux raisons à toi, Passy. D'abord parce que j'ai lu les vers suivants dans une de tes chansons. Appelle-moi Wolfgang dans la langue de Mozart et dis à Ludwig de placer mon rap parmi les beaux-arts. Oui. Donc je C'est savais bien, cette que phrase. j'allais demander au Quatuor Diotima de commencer par du Beethoven. Mais il y a autre chose, c'est que nous avons une discussion en préparant l'émission et au fond tu m'as dit que la différence entre la musique classique et les musiques urbaines, c'était le rythme. Mhm. Il y a un élément rythmique que tu appelles le... Le beat. Oui, tu avais dit aussi le pumchak. Ah oui, ça c'est avec mes amis, le poum poum tchak. Ça, Le c'est- pum pum chak, pardon. Ça, excuse-moi. c'est vrai. Pum pum chak. Voilà, c'est donc la présence de ce rythme qui est mis en avant, Mhm. qui distinguerait la musique classique des Mhm. musiques urbaines. Et à la fois, je suis d'accord, et à la fois, j'ai l'impression que le rythme est également présent dans la musique classique, sauf qu'il est à l'intérieur même de la musique. Si. Il n'est pas confié à
une boîte à rythme ou un percussionniste. Exactement. Il est fait par les instruments qui font à la fois les accords, l'harmonie rythme. et le rythme. Et alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer par un petit scherzo de Beethoven, le scherzo du Quatuor opus 130, et tu vas voir, il y a beaucoup de rythme. Puis alors j'ai aussi pensé à Mathilda parce que tu as quand même fait un petit peu de violon. Mais oui, malheureusement trop peu. Un an, ça ne sert à rien. Et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Régis Pasquier, qui est un grand monsieur. Mais j'ai une tante violoniste, et donc j'ai été bercée par le violon depuis toute petite. Et je regrette de ne pas avoir continué. Évidemment, comme la plupart des gens disent toujours, j'aurais tellement aimé jouer un instrument, ben, je fais partie de tous ces gens. Voilà. Je dis aussi ça. Vous le dites aussi. Tout le monde le dit. Quand on vous demande ce que représente pour vous la musique classique, vous utilisez beaucoup de beaux mots. C'est le calme, le recueillement, l'exigence, la noblesse. À la fois, ça me fait très plaisir, et à la fois, je me dis que si on ne fait qu'utiliser les mots du respect, les mots de la grandeur pour la musique classique, vous savez, c'est comme quand on dit un tel, c'est quelqu'un de très intègre, c'est quelqu'un d'admirable, que j'estime profondément, et puis on n'a pas du tout envie de passer la soirée avec lui, quoi. Non, la musique, pour moi, classique et l'opéra aussi, c'est vraiment une chose importante. Quotidiennement, j'écoute ça pour justement source d'énergie, d'émotion et viatique, une sorte un élan pour la journée. Tu écoutes en disque. Oui, j'écoute en disque. Quel est le dernier disque que tu as acheté? C'est un opéra de Vivaldi qui s'appelle La Fida Ninfa, avec entre autres Philippe Jarouski. Contre-ténor, que nous avons aussi accueilli à l'émission. Donc, comme je connais très très peu les opéras de Vivaldi, je me suis permis de m'acheter ce disque qui est merveilleux d'ailleurs. Et qui est dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, le grand chef d'orchestre que nous accueillons maintenant. Et ben voilà. Il va arriver. Et voilà. Oui. Tu as de la chance parce que, hop, il est là. Ce que tu n'as pas vu, c'est juste avant que tu entres, Francis disait que le dernier disque qu'il avait acheté, c'était La Fida Ninfa, dirigé par toi. C'est vrai. Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai, oui. C'est pas juste Il a pour l'air l'émission, Ah non, c'est pas juste. Non, genre, mais ah oui, mon dernier disque. en plus, il est dans ma voiture, je peux aller vous le chercher. Je vous crois, ça me fait plaisir, c'est gentil. Ah non, c'est vrai. C'est surtout bien parce que cette musique Vivaldi, on la connaissait beaucoup par les compositions instrumentales, les concertos, les 4 saisons et tout. Ouais. Toute cette belle musique. Et on avait oublié, jusqu'à il y a quelques années encore, toutes ces opéras. Il en a composé des dizaines. Et il y a la Maison Naïve qui est en train d'enregistrer l'intégrale de tous les manuscrits de Vivaldi qui sont conservés à Turin. C'est la plus belle collection de manuscrits au monde de Vivaldi. Et donc, ça a commencé au début des années 2000 et ça va se terminer dans 5-6 ans, quoi. Et donc, c'est une très, très grosse entreprise. Et avec l'ensemble Matthäus, on en a enregistré 4 pour l'instant. Donc, La Fida Ninfa, c'est le dernier. Et alors, autre nouveauté, nous ne l'avons jamais fait pendant l'émission, nous allons maintenant recevoir un petit orchestre, l'ensemble
Mathéus. Alors, Jean-Christophe, tu diriges des orchestres de toutes les tailles. Là, ça va être la taille la plus petite, mais ça correspond aussi au style de musique qui est dirigé. Bien sûr, avec Mathéus, on peut diriger des opéras avec 60 musiciens dans l'orchestre. Et là, on va jouer un concerto pour flûte de Vivaldi. Et donc, on est trop peu de musiciens pour que je sois en dehors de l'orchestre. Il faut faire corps. Et Vivaldi, qui était violoniste, il faisait comme ça. Il prenait son violon et il jouait avec tout le monde. Voilà. Donc là, tu retrouves ton violon et tes musiciens. Ouais. Et nous accueillons maintenant l'ensemble Mathéus. Jean-Christophe, quelques mots sur ce concerto de Vivaldi. Il porte un nom. La notée, c'est La nuit. La nuit. Donc c'est une musique à programme en quelque sorte. Voilà, une musique qui raconte plein de choses. Et Vivaldi était un des maîtres du genre au début du XVIIIe siècle. Il racontait plein d'histoires avec toutes ses notes. On connaît les 4 saisons où il imite le printemps avec les oiseaux qui chantent, la rivière qui coule, le bruit du vent dans les feuilles des arbres, etc. Ça, les 4 saisons, c'est connu. Voilà. Et la notée, c'est une nuit qui est très fantasmagorique, là, avec des fantômes et tout. C'est-à-dire des morts vivants. Voilà. C'est thriller à la sauce vivaldienne. Donc, en fait, c'est un concerto en 6 parties, 6 mouvements, et on va jouer d'abord les 4 premiers mouvements. Et donc, premier mouvement, Vivaldi pose le cadre avec des rythmes pointés. C'est le suspense. On sent que, que l'assassin va frapper ou quelque chose comme ça. Et après, 2e, 3e et 4e mouvement, Vivaldi, il a marqué sur le manuscrit fantasmi. Les fantômes, pas les fantasmes, les fantômes. Et avec 3 fantômes, la musique est très différente à chaque fois. Le premier, c'est avec des gammes rapides, le fantôme classique avec son suaire qui fait ouh, et qui passe comme ça. Il fait traîner ses chaînes. Le deuxième, c'est très lent, très transparent. C'est la dame blanche qui passe au fond du bois. Et troisième, avec des coups d'archet très piqués et très furieux. C'est un peu comme des sorcières ou des squelettes qui dansent. C'est thriller, justement. Les morts-vivants, là, ça claque de partout, les os. Et voilà, il y a des choses incroyables dans ce concerto. J'ai hâte d'écouter maintenant, je crois, le téléspectateur aussi. Alors, 4 mouvements, une introduction, 3 fantômes. Je me remets à ma place parce que j'ai un peu peur.
Alors, il y a quand même quelque chose, c'est quand on regarde la partition, il n'y a pas grand-chose de noté. Par exemple, là, le dernier mouvement que vous venez de faire, avec, comment on appelle ça, l'école Legno. Oui. Hein, vous pouvez refaire juste un petit passage. Collegno, c'est le bois de l'archet qui cogne comme les os qui claquent. 1, 2, et... Voilà, eh bien, ça, c'est une interprétation de ta part. C'est-à-dire que ça n'est pas dans la partition. Au fond, tu vas chercher, extirper de la partition des nuances, des... C'est vrai, mais c'est dû à pas mal d'observations. Par exemple, moi j'ai vu beaucoup de manuscrits d'Ivaldi et la manière dont même le graphisme des notes est fait sur le manuscrit, ça nous donne aussi pas mal d'indications sur le caractère. Donc c'est vrai qu'il faut interpréter et il faut contraster. Et voilà. Et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Qu'est-ce que ça donnerait si c'était voilà, sans cette technique du bois de l'archet? Ça serait plutôt les schtroumpfs, je sais pas. Allez, 1, 2... C'est le manège en CD. Bon alors, il nous reste encore 2 mouvements. Oui. Et le mouvement suivant s'intitule... Il sonne. Ah, tu vois qu'on finit par s'endormir. Voilà, le sommeil. Mais c'est un songe extraordinaire. Ah oui, là, c'est vraiment... on ne sait pas si la personne dort ou si elle est morte. C'est un coma presque dépassé, là. Moi, je trouvais que ça faisait plutôt penser aux envahisseurs. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, les envahisseurs, c'est David Vincent qui les a vus. D'accord. Donc, les envahisseurs, David Vincent, c'est parti. Tu as remarqué que Sébastien Marc, le flûtiste, le soliste, ronflait en fait. Oui, Ah, si on veut. Ou alors c'est le bruit du vent dans les dunes dans lesquelles David Vincent s'est perdu, justement. Ouais. Ton imagination est sans limite. Et je suppose que pour le final, le dernier mouvement, tu vas encore nous trouver un petit scénario. Oui, le dernier mouvement, il n'a pas d'indication d'Ivaldi. Ça termine le concerto, mais il ne met pas d'indication fantasmi ou note. C'est-à-dire qu'il laisse les interprètes trouver le scénario seuls. Et donc, en plus, c'est un mouvement très étrange parce qu'il commence piano comme ça, il s'énerve, il y a plein de notes partout, et puis il redescend, il se redégonfle un peu comme un soufflet, ce qui est très inhabituel dans le concerto baroque. D'habitude, la fin, c'est le feu d'artifice, etc. Et donc, cette fin mystérieuse, il faut lui donner un sens. Alors, d'aucuns pourront voir tous les fantômes qui se réunissent et qui commencent à danser une ronde infernale, etc. Et puis après, ils s'en vont comme ça. Nous, on a un scénario qu'on utilise depuis pas mal de temps sur cette musique. Donc c'est la musique qui commence lentement comme ça. C'est la fin de la nuit, c'est le soleil qui se lève le matin. Et puis en fait, donc, Vivaldi se réveille, il crescendo, forte, il se réveille en sursaut et il voit qu'il est super en retard à son travail. Donc il se rase, double croche, les traits, etc. Il s'habille, accent, etc., triple croche.
Et puis il court à la porte de sa maison et il met la main sur la poignée. Et là, il se rappelle que c'était son jour de congé. Donc il retourne se coucher, donc des crescendo, piano, et c'est Bon alors, en fait, c'est juste l'histoire d'un type qui se réveille trop tard pour bosser, mais heureusement, c'était dimanche. Dimanche, voilà. Ok, formidable. Le final du concerto, la notée de Vivaldi. Alors, quand vous écoutez ça, est-ce que c'est votre scénario? Est-ce que c'est ça que vous imaginez comme scénario en écoutant la musique? Ben, c'est ce qu'on imagine. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il parle enfin, cette musique dégage beaucoup de sentiments. Et ce n'est pas pour rien qu'on utilise de la musique classique ou des grands morceaux comme ça au cinéma, parce Voilà, qu'il en parle avec... c'est un scénario, comme vous avez dit tout à l'heure, il en parle avec beaucoup d'images, beaucoup de références, donc on voyage avec non seulement ce qu'il dit, et après en musique, donc ça c'est très agréable. Moi, j'avais utilisé beaucoup aussi au théâtre pour des mises en scène aussi, avec Vivaldi, avec des concerti, tout ça que j'avais pris, parce qu'il y a du mouvement. Comme musique de scène. Voilà, comme musique de scène, comme musique d'accompagnement pour Volpone, et que j'avais monté, donc, qui était du théâtre élisabétain, puis ça donnait quelque chose de très vivant et d'extraordinaire. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'interprétation, c'est aussi de la création, finalement. C'est ça. C'est-à-dire que là, on a affaire à des musiciens qui sont interprètes d'un compositeur que tout le monde connaît. Pour autant, il réinvente sa version à lui, donc c'est une forme de création aussi, et c'est vraiment intéressant. Alors moi, je trouve qu'il y a une chose quand même qui est particulière, c'est que c'est un concerto de flûte, et c'est un concerto de flûte à bec. Moi, j'ai quelques questions à poser à Sébastien. Oui, parce que alors, Sébastien, tu es un peu le pur produit de l'école maternelle et primaire française. Oui, je suis sûr que tout petit, on t'a fait jouer dans des flûtes. Non, c'est pas ça? Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, j'ai commencé avec la flûte à bec. Ma professeure m'a dit « Après, tu verras, on va te mettre à la vraie flûte, la flûte traversière. » J'ai fait un peu de flûte traversière, mais c'était la flûte à bec qui C'était trop m'intéressait. tard. C'était trop tard. Été formaté. Ça Mais y est. est-ce qu'à l'époque de Vivaldi, il y avait la flûte traversière? Bien sûr. La flûte traversière est arrivée un peu après la flûte à bec. C'est-à-dire que la flûte traversière, c'était à l'époque un instrument merveilleux, avec des possibilités de nuances, de flexibilité que n'avait pas la flûte à bec. C'est pas tout à fait vrai, j'espère. J'ai vu que tu faisais une espèce d'effet presque contemporain, là. Oui, au moment des fantômes, c'était, souviens-toi, premier fantôme. J'ai tout retenu la leçon. Premier fantôme. On dirait du shakuhachi japonais. On dirait aussi Pourquoi pas une soucoupe volante, je trouve. C'est justement là, on est dans David. Alors ça, c'est l'alto, et à côté de toi, donc il y a celle du milieu, c'est la ténor. Voilà, Et alors, je trouve la plus extraordinaire avec toutes ces clés, c'est la basse. la basse. Tu fais entendre quelques sons? Qu'un son peut-être. Ah, je dis rien.
On dirait de l'orgue. Ou bien C'est super. C'est beau ça. En Australie, là. C'est beau Ouais. ça. Ah, c'est beau. là, je triche un peu, je rajoute la voix. Oui, Je tu rajoute la chantes voix. en jouant. Et un peu de avec la langue. Un peu d'attaque pour donner Beatbox, on peut avec la- presque faire de la Ouais, des percussion. beatbox oui. un peu, ouais. Un beatbox. Hein, le balafon africain, c'est presque ça. Le mec est fou. Bon, bah, écoutez, alors c'est très fun finalement la flûte à bec. Bah oui. Je sens que tu vas faire 3 nouveaux élèves qui vont regretter d'avoir abandonné la flûte à bec à l'école. Parce que, Puis de l'avoir jamais trouvé, surtout. non, parce que Mathilda, Moi, tu j'aimais disais bien. que Mais j'étais la seule, quoi. c'est vrai, c'est-à-dire tout le que monde jouait bien faux en même temps. C'est-à-dire que le but, c'était de jouer le plus fort possible, apparemment, pour les élèves. Donc, c'était de faire le plus de oui. bruit possible. Et moi, j'étais seule au monde à essayer de bien faire, en fait. J'étais super frustrée. Mais on ne peut pas recommencer l'expérience. Ah bah si, voilà. J'ai apporté les flûtes d'école. Oh non. Voilà. Élève Petit cadeau. Mathilda, élève Oh, mon Passy, Dieu. élève Francis. Oh, j'ai une jolie flûte transparente. Jolie bleue, c'est la plus jolie. Bleue Bleu transparente. pour Francis, Flûte, alors. pour Passy. Encore. Ah non, non, non. Ça, c'est assemblé, ça. Non, je veux pas revivre mon enfance. Non. Ah bah alors ça c'est quoi celle-là? Ah bah ça c'est la plus petite de la famille. C'est le piccolo. Sopranino. Flautino, sopranino. Oh, sopranino. Qui, Eh ben, dis donc. J'ai compris, tu veux défendre la flûte à bec, alors qu'elle est attaquée, qu'on dit toujours c'est horrible la flûte à bec à l'école. Toi tu dis mais c'est pas si Oui, mal, bah, c'est un instrument de musique. c'est un pas cher. instrument de musique, c'est pas cher. on peut le transporter. On peut le transporter, apportez-le à la campagne, jouez un peu de flûte dans les champs et faites-vous plaisir, bien sûr. Merci beaucoup pour ce magnifique Vivaldi. Tu vois, Francis, tu fais des tas de choses. hein. Ah bah oui, là, c'est formidable. Il était acteur, maintenant il devient Il joue flûtiste. fort. Tu mets en scène depuis peu de temps des opéras. Enfin, Voilà. Le deuxième, je crois. Tu as fait le Barbier de Séville et maintenant Oui, j'avais monté le Barbier de Séville à l'Opéra de Marseille il y a une douzaine d'années. Et là, on m'a proposé de mettre en scène Rigoletto pour les opéras en plein air, qui se joue donc depuis le mois de juin. Et on reprend au mois de septembre au château d'Arouet, et ça va être en tournée. à Vaux-le-Vicomte. Oh là. Et on finit à Chambord. Ça, c'est merveilleux parce que ce sont des lieux magiques. C'est un rêve d'enfance, hein, moi, que j'avais de mettre en scène des opéras. Et maintenant que je prends un peu plus de recul avec le théâtre, je pense que que Rossini, que Verdi, et peut-être que Vivaldi vont Donc, il y a bien ce- m'inspirer. Voilà. Quand tu vois Jean-Christophe diriger, évidemment, je non, sens Jean- que voilà. J'aurais voulu être chef d'orchestre, mais comme je n'ai aucune aigreur envers ça, puisque j'ai pas appris la musique. Donc maintenant, je sais suivre une partition parce que Oui. je l'ai appris, mais j'ai pas appris la musique. J'ai te pas, manque un pas cours. appris un. Ah oui. Eh ben Jean-Christophe va te donner ce cours et tu vas pouvoir nous diriger le Quatuor Diotima et moi du piano. Tu comprends? Jean-Christophe, explique-lui un petit peu de quoi Et- il retourne. Et- C'est simple, on donne simplement les parts comme ça. Je coupe le son. Si je veux quelque chose avec un accent, je peux même le faire avec mon poing comme ça. Si je veux, peut-être, on va faire un trémolo, peut-être. Un trémolo, piano. Crescendo. Je coupe. Voilà. S'il y en a un qui joue trop fort, vous pouvez faire comme ça. D'accord. S'il y en a un qui joue mal, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Oust. Voilà. Et voilà, après, votre talent d'acteur va faire le reste. Alors qu'est-ce que crois. je fais Bon, alors. Francis, moi j'ai proposé que tu fasses ce qui se faisait beaucoup au 19e siècle, c'est-à-dire un mélange entre le texte et la musique.
Tu m'as proposé un texte que je ne connaissais pas, de Gérard Lamballe, Oui. qui s'intitule Les Saltimbanques. Saltimbanque, oui. Voilà. Et donc, tu peux déclencher les 5 musiciens que nous sommes à volonté. Nous te suivons. Pantin pendu au fil du temps, il traverse la vie en dansant. Ils sont souffleurs de feu. Non, non, ça va, ça va. Là, ça va. Et battleurs de vent. Ils font peur aux oiseaux. Mais c'est bien ça, bravo. Non, 2 oiseaux, ça suffit. Et rire les enfants. Pantin pendu au fil du temps, il traverse la vie en dansant. Ils sont marchands de rêves. Acrobates ou clowns blancs. Viens ce soir, je t'emmène. Je ne joue plus. Je t'aime. En bleu, en noir, en rouge, en vert. Ils refont le monde. À l'envers. Bien. Quel talent! Merci beaucoup, Francis. c'est Merci au Quatuor Diotima. Alors là, nous avons improvisé, hein, nous avons essayé oui. de te suivre, vraiment. Bah là, vous êtes formidable. Hein. Et alors, la question que je voulais poser à Passy, c'était comment est-ce qu'on détermine la rapidité des mots, finalement? Comment est-ce que le rap, dont la spécialité est évidemment de dire le texte, se débrouille avec ça? Est-ce qu'il y a plusieurs cadences, plusieurs rapidités On appelle ça le flow dans le rap. C'est le FLOT? FLOW. C'est le débit de mots qu'on a par rapport à une rythmique. Donc on peut avoir un flow très lent, un flow très rapide. Et ce flow peut avoir quelques mélodies. C'est un flow qui joue souvent avec les rimes. Donc il y a des mots qui rebondissent plus que d'autres. Et il y a des mots qu'il faut faire ressortir plus que d'autres pour pouvoir rentrer en rythme avec la musique. Et donc, ne jamais lasser l'auditeur. Mais oui, ne jamais lasser l'auditeur et même le pousser à répondre. Et en écoutant le titre une fois, 2 fois, on arrive à chanter avec le rappeur certaines paroles parce que le flow nous pousse. C'est comme c'est une mélodie, c'est pareil. Et ce qui est très drôle dans ce que tu dis, c'est qu'on a le mot équivalent dans la musique classique, c'est le rubato. Le rubato, c'est le fait que le rythme est souple, c'est-à-dire qu'on accélère, on ralentit. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une souplesse qui est donnée avec de l'accélération et du ralenti. Mais ce que je te propose finalement, c'est de donner une illustration de cela. Donc, la voix, le piano. Je propose d'accueillir maintenant le pianiste de jazz, Yaron Herman. Bonjour Yaron. Bonjour. Alors, toi, tu m'expliques toujours que tu peux tout faire, tu peux tout prendre, que tu fais du jazz, mais que tu peux te nourrir de n'importe quel matériau. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est parce que j'aime tellement de choses, donc j'aime pas choisir en fait. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais ce que je te propose, c'est maintenant d'avoir une petite conversation musicale avec Passy, donc le rap et le jazz. C'est d'accord? Allez. Passy. Je vais interpréter un titre qui a bien marché dans le passé, qui s'appelle Je zappe et je mate. Je zappe et je mate. Voilà, donc dans Ça, la je connais. tradition La du 2, rap. la 3, la Voilà, 4. c'est ça. Je te suis.
Uh-huh. Ouais. Câblé, sur télé, l'image, le son sont mes spectres. Les programmes, je becte. Les directs, je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Aux sagas des séries et au bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi d'émission. Argot, Margot, je connais les ragots. Je suis barjot comme Colombo. Comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis un téléphile au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture. Pub dans les films, jeux du feu, de l'amour et de l'aventure. La 1, la 2, m'ont pris dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, on sont les complices câblés. Survolté, j'ai le syndrome du canapé. Stade 2, télé allumée, même sous la couette, elle m'appelle. 19-20, je suis avec elle, comme à minuit ou 14h. Quand je me lève en jogging, je démate un bonheur. Marié, 2 enfants, faire du télé-shopping. Moi, chapeau melon, des pompons cuir, un papa connu comme Cousteau. Je veux les jumeaux, Ekel, Jekyll, un Cosby Show. Mon chien sera Scooby-Doo et se tapera la scie. Des histoires naturelles, dans ma maison, dans la prairie, placer ma famille en or. Haut dans la pyramide, sortir de la zone interdite. Et des histoires stupides, un beau cabriolet d'amour, gloire et beauté. Oui, je suis matérialiste, je veux ce que je vois dans le poste. Les couleurs de mon pays, sagacité, mon trop traîné au poste. Je lance la roue de la fortune, j'ai ma chance dans la chanson. Mes lettres valent du chiffre, je hais les artistes à 2 francs. Facile à chanter tocard, je mets ton clip sur le boulevard. La 1, la 2, m'ont pris dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, on sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, m'ont pris dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, on sont les complices câblés. Survolté, j'ai le syndrome du canapé. 1, 2. Yaron. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. À tous les téléphiles, pour la boîte à musique. Merci. C'était un flow rapide, moyen, médium. Médium. C'est un flow médium, ouais. D'accord, mais qui est déjà beaucoup plus rapide que le débit naturel de la langue. Exactement. Dans un couplet de rap, il y a souvent l'équivalent en mots de toute une chanson de variété. Donc, quelquefois, il y en a qui ne comprennent pas, mais voilà, c'est plein de... Donc, on a un flow rapide comme ça parce qu'il y a plein d'images à lancer. Merci beaucoup, Placide. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Après le rap, est-ce que tu peux utiliser, je ne sais pas, moi, de la chanson, de la pop Il y a des chansons qui sont assez faciles à adapter au piano. Des chansons où la mélodie ou l'harmonie sont vraiment s'y prêtent assez facilement, comme par exemple des mélodies comme ça. Alors, prochain. Spears, non? Ouais.
par exemple. En fait, finalement, ce que tu fais, c'est que tu prends une mélodie et tu la varies à chaque fois. Et c'est presque un prétexte, la mélodie de départ. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Tiens, est-ce qu'on peut prendre du rock? On peut tout prendre, oui. Par exemple, du Nirvana. Bon, Yaron, c'est bien, mais enfin, on est quand même à la boîte à musique, on est du côté de la musique classique. Alors, moi, je voudrais bien que tu nous fasses quelque chose sur la musique classique. Par exemple, je sais pas, le plus connu de tous les thèmes classiques, c'est à toi. La 5e de Beethoven par Yaron Herman.
Bravo, grand merci à Yaron Herman. Bravo. Et voici maintenant la rubrique de l'instrument rare. Je vous propose d'accueillir, vous J'adore. l'avez déjà vu tout à l'heure, mais je suis sûr que vous avez envie de quelques explications, le joueur de théorbe, Maurizio Buraglia. Bonjour Maurizio. Bonsoir. Alors tu tiens dans tes bras un théorbe. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu prétentieux comme instrument? Oui, c'est un instrument un peu ridicule comme ça à premier abord, mais comme tous les instruments de musique, il a une réalité physique et un besoin d'être comme ça. Oui, donc tu es théorbiste. Je suis théorbiste et luthiste, parce que les luttes, voilà la coque d'un luth, D'accord. Le luth, c'est Le le luth. petit modèle. voilà le petit Et le modèle, théorbe, c'est cette immense Le théorbe, extension qui il est permet d'avoir les notes très graves. très grave. Alors on a construit 6 lampes pour avoir cette gamme-là très grave, assez puissante. Tu es un peu une sorte de contrebasse du luth. Exactement. Et Donc, après, tu as l'aigu on normal. accompagne les chanteurs. Il est né avec l'opéra italien pour accompagner Les chanteurs. récitatives et les c'est quel chanteurs. siècle C'est 17e. 17e. Il est né exactement avec l'opéra. D'ailleurs, ce sont les chanteurs qui ont demandé au luthier de construire cet instrument pour avoir les bases. Mais en même temps, des instruments de ce type, j'ai l'impression qu'on en trouve bien avant le XVIIe siècle et dans d'autres pays que l'Italie. Ce sont les Arabes qui l'ont apporté entre le 7e et le 10e siècle. en Le Europe. oud, Les le ouds luth arabe, d'accord. qui veut dire les bois. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, bon, je t'ai annoncé comme un instrument rare, Oui. mais on a écrit autant pour luth qu'on a écrit pour le piano. Finalement, c'était l'instrument le plus important, l'instrument de l'intimité, enfin, dont on servait pour jouer de la musique à On a l'époque. écrit depuis le 15e siècle jusqu'au 18e, jusqu'à Haydn, il a écrit des cassations avec luth obligé. Trois cassations, je connais. Et alors, ça, c'est quoi? C'est une pièce de qui? Ça, c'est une pièce de Robert de Bizet, Robert de Bizet, le professeur de guitare de Louis de XIV. Louis XIV, qui a composé beaucoup pour les luths, pour les théorbes, les luths baroques et les théorbes. Voilà. Et ça c'est s'appelle une gigue. une gigue. On t'écoute. Est-ce que c'est difficile comme instrument? Est-ce qu'on peut vite en apprendre les J'aimerais rudiments? vous dire non, mais c'est oui. C'est difficile. C'est oui? Oui. Oui. On C'est- peut faire un essai? Oui. Mathilda, Oh, viens. mais vous vous rendez compte? Viens. Tu vas prendre un accord au luth. Même ridiculisé définitivement. Alors, tu vois, la première surprise, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, sais c'est que même c'est pas jouer de la incroyablement guitare, léger. vous vous Regarde, on rendez dirait une coquille. C'est super léger. Il y a combien de magnifique. cordes? Maintenant, ça pèse rien du tout. Il y a combien de 14. cordes? Incroyable. 14 cordes. 14. En tout cas, ça te va très bien. Hein Ouais. Ça peux vous t'habille apprendre. merveilleusement. Il y a une sorte de... Je Hein peux vous apprendre 3 doigts là. Oui. Alors, par exemple. Mais je ne sais même pas jouer de la Voilà. guitare, donc voilà. Ça donne la majeure, par exemple. Voilà. Et, voilà, premier cours de lutte, la Oh, majeure. C'est beau, bravo, Voilà. merci. Bon ben, Mathilda, tu sais quasiment jouer du théorbe. Voilà, on peut dire Et- ça maintenant. Un grand merci à ton professeur particulier, Merci. Maurizio Buraglia. Bravo Maurizio.
Moi, la chose qui m'a le plus intéressé dans ce que vient de dire Mauricio, c'est que finalement, si on avait eu cette extension si extraordinaire du théorbe, si c'était pour une raison de puissance, pour soutenir les chanteurs à l'opéra. Mais puisque nous sommes dans le domaine de l'opéra, je vous propose d'accueillir maintenant une très grande chanteuse qui fait une grosse carrière internationale, une Française, la soprano Sylvie Valère. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors ce que je te propose, prends un des titres les plus connus de Passy, Chambre de gosse, mais dans une version, pas tout à fait rap, tu vas voir. Si, c'est version opérap. Oh, très beau. J'ai tout vu, j'ai tout fait, et les choses je connais, mais je voudrais retourner dans ma chambre de gosse, dans ma chambre de gosse. Passy, est-ce que tu crois que tes fans, s'ils tombent maintenant sur la télévision, vont reconnaître la mélodie ? Reconnaîtront le texte, peut-être pas la façon de chanter, mais le texte. Mais moi, j'aimerais bien un jour faire un titre mélangé rap et... Voilà une proposition. Opérap. Opérap, exactement. Alors, faisons l'inverse, si tu veux bien. Peut-être l'opéra le plus connu de tout le répertoire, c'est Carmen, avec le célèbre... L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Merci Sylvie. Alors ça, c'est vraiment la profession de foi de Carmen. Elle est libre et il y a deux amoureux qui voudraient se partager ses faveurs, mais celui qui gagne, c'est celui qui ne dit rien. Il n'a rien dit, mais il me plaît. Alors, qu'est-ce que ça donne? Version rap, c'est à toi. Avec le rap, à savoir que ce sera moins chanté, ça va être plus rapide. Donc, ça va être, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire exactement. que vous allez presque 2 fois plus rapidement Exactement. qu'une chanson. Moi, D'accord. j'ai mon anti-sèche. Moi, je fais l'accompagnement de Bizet. hein. D'accord. D'accord. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Faut de la balle. Carmen en rap. J'aime beaucoup cette version. Mais tu sais, il y a un autre point entre le rap et certains aspects de l'opéra, c'est le côté social. Dans beaucoup de titres de rap, on parle de la difficulté, des difficultés quotidiennes et même de temps en temps avec, un côté un peu misérabiliste, ça se passe très mal, la misère, etc., etc. Or, il y a un courant dans l'opéra qui a développé ça et qu'on appelle le vérisme. Le vérisme, c'est le tout début du XXe siècle, c'est en Italie et c'est le moment où les compositeurs d'opéra en ont assez des rois, des reines, des belles histoires et ils veulent, des faits divers finalement. C'est ce qu'on peut dire, c'est un peu des faits divers. Ouais, ils veulent qu'on parle Sylvie. du peuple. Mais parfois avec petite exagération. C'est-à-dire que dans l'opéra vériste, dont les 3 plus grands noms sont Léon Cavallo, Giordano, Mascagni, on a l'impression qu'ils passent leur temps à mourir, à se tuer, à se suicider, à se torturer, etc. etc. Il y a Suicidio, c'est un air très connu de Giordano. Il y a une torture dans Liu, l'air de Liu, dans Turandot, de Puccini. Alors, je te propose de chanter tout de suite quelque chose tiré d'Andrea Chénier. Donc, un des 3 grands véristes, Giordano. Et alors là, on a une mère qui se sacrifie, la fille arrive, sa maison était brûlée, donc vandalisme, incendie, sacrifice de la mère. Du coup, sa servante, pour gagner leur vie, est obligée de se prostituer. Et alors, cette air a été immortalisée par une scène incroyable dans le film Philadelphia, où Tom Hanks, avec son déambulateur, raconte qu'il adore cette air et on l'entend par la calasse devant Denzel Washington qui est complètement éberlué, qui est son avocat mais qui attend surtout de rentrer chez lui et qui en même temps est fasciné par ce mélange entre la maladie et puis le texte. Il y a cette chose très belle à la fin, l'ange a plané près de moi et m'a embrassé avec le froid baiser de la mort.
Francis, est-ce qu'on met en scène différemment les acteurs et les chanteurs? Puisque tu viens de mettre en scène un opéra, Rigoletto, est-ce que c'est différent? Je pense que les chanteurs maintenant aussi, et les chanteuses et les solistes sont vraiment des comédiens. En plus, ils sont très précis. Et puis, il y a une manière de travailler qui est extraordinaire, qui est très, très agréable, parce qu'ils sont très à l'écoute et ils pensent d'abord au personnage, d'abord à tout ce qui va passer et pas en premier au chant. Et ça, c'est très important. Et Sylvie, souvent les mélomanes se demandent un peu quelle différence, puisqu'on parle de soprano lyrique, de soprano dramatique, de soprano lyrico-dramatique, de soprano dramatico-lyrique, de soprano dramatique à agilité. De grands sopranos dramatiques. Qui n'a rien à voir avec le petit de soprano. Soprano dramatique coloratura. Coloratura. Voilà. Et puis quoi encore? Quand l'opéra est né, il n'y avait pas soprano, machin, truc. Il n'y a même pas mezzo-soprano. Ouais, c'était que soprano. Voilà. Ouais. Ah, il n'y avait pas. Alors moi, je choisis les rôles en fonction de ce que j'aime, de ce qui me plaît, de ce que je peux chanter. C'est évident que comme reine de la nuit, je serais un peu juste dans les aigus, donc je ne le fais pas. Mais sinon, je fais des rôles de dramatique coloratura, des rôles de dramatique, des rôles de lyrique, et je m'en moque. Écoute, une belle profession de foi. Merci Sylvie. Alors moi, j'ai cherché dans la musique classique un exemple d'intégration des mots et j'en ai trouvé un. Puisque cette année, on fête l'anniversaire de Haydn, eh bien, il y a une curiosité, c'est dans les 7 paroles du Christ en croix. Haydn écrit ça en 1787, pour un chapitre espagnol, parce qu'on lui a fait une commande. Et les 7 paroles du Christ en croix sont illustrées par cette très belle pièce, cet adagio magnifique. Mais le motif central de chacun de ces mouvements, eh bien, c'est une parole du Christ en croix. Et si le quatuor Diotima en est d'accord, je vais vous donner un exemple tout de suite avec la 5e parole. C'est la plus simple, c'est celle où Jésus dit « j'ai soif ». Donc en latin « siitio », mais en français, ça donnerait le même nombre de syllabes, « j'ai soif ». Et ce « j'ai soif », il est incarné par ce motif. J'ai soif, ou sitio en latin encore une fois. Le premier violon va le jouer 6 fois, et puis vous verrez, ils vont avoir vraiment soif, et là c'est l'alto qui va le jouer au moins 6 fois, puis au bout d'un moment, le second violon et le violoncelle aussi auront un petit peu soif. Écoutez bien, tout se fonde sur ce « j'ai soif », sur un lit merveilleux de pizzicato des cordes. Cette parole, ouais, c'est bon.
Je sens que le moment est venu de la minute du professeur solfège. Nous parlons donc de la nuance, des nuances. D'ailleurs, vous connaissez l'expression faire dans la nuance, être tout en nuance. Oui, la nuance, c'est quelque chose qui amène de la douceur, qui marque une certaine finesse. Il ne fait pas dans la nuance, non, c'est quelqu'un justement qui est un peu grossier, qui n'est pas bien éduqué. Mais en musique, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nuance? En gros, c'est jouer fort ou jouer piano. Vous voyez, on peut jouer piano ou forte. On peut même alterner. Bon, physiquement, c'est juste une question d'amplitude de la vibration. Oui, mais ça change beaucoup de choses. Alors, comment est-ce qu'on indique sur une partition les nuances? Par des petits signes cabalistiques, des petits P, des petits F. On met 2 F, ça veut dire très fort, fortissimo, ou des petits P, ça veut dire pianissimo. Et puis, quand on veut aller un peu plus loin, indiquer un sentiment, eh bien, on met des mots en italien. Des jolis mots d'ailleurs, malinconico, teneramente, dolce. Alors, à partir de quand on a abandonné les nuances en italien? Eh bien, à partir de Wagner en Allemagne et en France à partir de Debussy et Ravel. Eux, ils écrivent leurs nuances en français. Doux et pénétrant, trouve-t-on dans un prélude de Debussy pour piano, au comble de la tendresse, précise Poulenc dans une de ses partitions. Comment est-ce qu'on fait quand le compositeur n'a pas marqué les nuances dans une partition? Eh bien, dans ce cas-là, c'est l'interprète qui décide. Il décide, et évidemment, l'interprète d'à côté n'est pas d'accord. Alors, il discute, il se fâche, il s'étripe. Sur la nuance, un conseil, ayez des positions nuancées. Vous avez compris ? Jean-Christophe, le moment est venu d'accueillir de nouveaux tons d'ensemble dans une pièce que tu vas expliquer toi-même, puisqu'il s'agit d'une petite surprise pour Passy. Ben oui, parce que je crois que ton album s'appelle Africa. Voilà. Donc on va jouer une pièce d'un compositeur africain, un compositeur du Zimbabwe qui s'appelle Dumizani Marere. Et c'est une pièce qui reprend les principes de la musique, notamment de la musique de Vivaldi, de la musique baroque, qui étaient des musiques qui, souvent, on appelle ça de la musique à programme, parce que ça raconte, il y a un scénario, ça raconte une histoire. Et là, c'est le cas, c'est une musique en plus en 3 mouvements, comme les concertos baroques. Un premier mouvement rapide, un mouvement lent et un mouvement rapide. Et cette pièce s'appelle Mai Nosipo, qui veut dire Maman Nosipo. Et donc, c'est le compositeur Dumizani qui raconte sa vie avec sa maman. Alors, le premier mouvement est très gai, parce que Maman Nosipo est pleine de bonté, d'amour pour tout le monde. Et donc, la vie avec Maman Nosipo est merveilleuse. Le deuxième mouvement, deuxième partie, est très triste, parce que Maman Nosipo est morte. Et le troisième mouvement est de nouveau très gai, parce que Maman Nosipo est au ciel. Et Dumizani sait qu'elle veille sur lui et qu'un jour, mais le plus tard possible quand même, il ira la rejoindre. Donc de nouveau, musique gay. Voilà, donc c'est une pièce qui est en forme d'art naïf, mais ça prouve que finalement, entre le Zimbabwe du XXe siècle et la Venise du début du XVIIIe siècle, on peut tendre des ponts. Et dis-moi, Jean-Christophe, juste un petit problème. Dans les musiques d'origine traditionnelle, surtout africaine, il y a toujours une percussion, un djembé, quelque chose comme ça. On se débrouille avec les moyens du bord, mais tu vas voir. L'ensemble Mathéus. Premier mouvement, c'est la joie avec Maman Nosipo. Avec Maman Nosipo, tout est beau.
Deuxième mouvement. Maman Zippo est morte. Les larmes de Dumisani. Mais Maman Zippo est là-haut. Et elle veille sur Dumisani. Bravo. Merci. Bravo l'ensemble de Mathéus. C'est vraiment l'état d'esprit, les mélodies et les rythmes. J'ai voyagé, là. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud. J'ai jamais été au Zimbabwe, mais au moins en Afrique du Sud. Cadeau réussi. Voilà. Bravo Jean-Christophe. Merci Tassi. À très bientôt l'ensemble Mathéus. Merci. Alors c'est une pièce de 90. Donc nous sommes en plein XXe siècle. Et il y a quelque chose dans la musique classique du XXe siècle qui n'est pas toujours très aimé des auditeurs, des mélomanes, ce qu'on appelle la musique contemporaine. Et moi, j'adore ça. Très Mais bien. je sais que je suis un peu seule. Eh bien, tu vas être tout à fait servi. Francis? Pas très fan, non. Pas très fan. Eh bien, c'est très bien. Cette séquence est donc spéciale dédicace. D'accord. Alors, si l'on prend l'histoire du XXe siècle, on a l'impression que c'est un moment d'expérimentation, des formes, des matériaux, des sonorités, pas de la part de tous les compositeurs, mais d'un certain nombre. Alors, par exemple, en 1909, le compositeur autrichien Webern écrit des pièces de plus en plus courtes, dont la pièce qu'on va entendre maintenant. Alors, faites très attention, ça dure 40 secondes. C'est convulsif. Écoutez bien ce qui se passe. Webern, troisième des pièces, opus 5. J'adore ça. Tu as remarqué juste la petite phrase du second violon, c'est presque rien, c'est comme une confession intime qu'il fait, et puis hop, c'est reparti. C'est beau, c'est beau. Ça a le mérite d'être court tout de même. Voilà, déjà. Écoute, toujours dans le cours, il y a à la fin d'un quatuor que Janacek écrit, c'est l'alto qui lance
une sorte de rythme de train. Alors, c'est pas le tatak-tatoum, tatak-tatoum, tatak-tatoum de notre enfance, mais vas-y, Franck. Sur ce rythme de train, parce que c'est la modernité, hein, c'est les machines, beaucoup de compositeurs imitent les machines, eh bien, Janáček bâtit la séquence suivante. Ça a d'ailleurs inspiré Steve Reich pour son quatuor Different Trains. Oui, il y avait aussi Honegger qui avait écrit une pièce qui s'appelait Pacifique 231, qui était une ode à la locomotive, et puis Bartók, Prokofiev. Ah, c'est du rail, hein. Ah bah oui, mais enfin, il n'y a pas que du Vivaldi chanté, il n'y a pas que Venise du XVIIIe siècle quand même. Oui, mais c'est bien, j'apprends. Hein, Bah, écoute, voilà. je te propose un autre compositeur d'Europe centrale, Ligeti, c'est un compositeur qui est mort il n'y a pas très longtemps, et à l'âge de 5 ans, il raconte qu'il a été très impressionné par une nouvelle qu'il a lue, qu'il n'aurait pas dû lire, avec une sorte de personnage un peu fantastique, un peu mystérieux et inquiétant, un météorologue. Et il raconte comment, dans sa pièce de travail, il y a plein de machines. Ligeti est fasciné par les machines, mais c'est des machines un peu déréglées. Contrairement à notre train qui va très bien, là, il va à toute allure. Tandis que, comment marquer ça ? Ce sont des machines, vous savez, comme si on mettait plusieurs métronomes en même temps. Alors, il y aurait une battue et puis une autre. Et puis... de la polyrythmie. Je ne sais pas si ça se fait dans le rap, mais... C'est un peu plus dur dans le rap. Voilà, 3-4 couches temporelles en même temps. Et alors, ils vont tous jouer en pizzicati. Et imaginez que ce ne sont plus donc les membres d'un quatuor à cordes, mais 4 machines infernales, un extrait du deuxième quatuor de Ligeti qui date de 1968. Attention. Ça rend fou un peu. Ah, je te laisse attendrir. Non, je trouve que l'interprétation est remarquable. Ah, déjà. Voilà. Non, c'est un peu comme si au départ, il y avait plusieurs boîtes à rythme à différentes vitesses. Mais... Et puis, il y a quelque chose, bon, on a parlé de ce côté presque expressionniste de Webern, du rythme,
chez Janacek, là c'est polyrythmie, mais il y a aussi le matériau lui-même. On en a un tout petit aspect dans Ligeti, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que finalement, on a l'habitude d'entendre les instruments à cordes la plupart du temps chanter, de temps en temps faire des pizzicato, mais on peut faire des tas d'autres choses. Le plus courant, c'est ça, pincer la corde comme une guitare, c'est-à-dire faire des pizzicato. Ça, ce sont des pizzicato normaux, ça n'a rien d'extraordinaire. Non. Vous pourriez faire des pizzicato glissés, par exemple. Ah, c'est déjà mieux. Ah oui. Ou alors avec le bois de l'archet, le fameux collegno dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure, les squelettes. Ou alors des pizzicato, mais en faisant claquer la corde sur le manche. Ah, c'est bien aussi. Ou alors, dans un genre au contraire beaucoup plus doux, beaucoup plus impalpable, des balayages de sons harmoniques. La note est effleurée simplement. Et alors on peut même aller plus loin et le quatuor Diotima, qui joue plein de musique, mais notamment beaucoup de musique de notre temps, a fini par développer une sorte de maladie professionnelle. Enfin, chacun a sa petite perversion. Par exemple, Zao fait des choses avec le talon de son archet. C'est un peu bizarre. Bon, c'est inoffensif, hein, c'est joli quand même. C'est beau. Et, pendant ce temps-là, Naman, lui, se sert d'une tige. Et voici ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, à l'alto, Franck se rappelle qu'il doit avoir une ancêtre couturière et il met des dés à coudre. Magnifique. Et le plus atteint, à mon avis, c'est quand même Pierre. Regardez ce qu'il fait avec les chevilles de son instrument. C'est pas beau, ça? Évidemment, ça pose une question très importante. Avec quoi fait-on de la musique? Est-ce que c'est obligatoirement de la pulsation rythmique, du chant, des harmonies, des accords? Est-ce que ça peut être aussi avec quelque chose qui est entre le son et le bruit? Et aussi, est-ce que la musique est là pour nous détendre, pour servir de fond sonore, ou au contraire pour nous raconter des histoires, ou pour nous faire rêver, ou au contraire pour incarner quelque chose d'extrêmement violent? Et je fais une dernière tentative pour toi, Francis. Comment dire? C'est peut-être un tout petit peu plus sévère que le reste, mais moi j'aime énormément ça. C'est un extrait du second quatuor d'un compositeur allemand qui s'appelle Helmut Lachenmann. Je pense que c'est des années 80. Quand? 2001. De 2001, voilà. Donc 2001, c'est tout récent. Helmut Lachenmann, un extrait, et tu vas voir, c'est puissant. Les DJ font à peu près ça avec leur platine. Donc il y en a qui sont devenus maîtres dans l'art de jouer avec des paroles ou des musiques et de recomposer carrément des titres comme ça rien qu'en scratchant. Ça me fait penser à la même chose. Je mets fin à ton supplice. La séquence musique contemporaine est terminée. Non, mais j'aime bien apprendre, moi, alors, donc c'est bien. Ça. Merci beaucoup, le quatuor Diotima. Et maintenant, eh bien, c'est le moment d'une rubrique traditionnelle, mécanique d'un tube. Puisqu'on est dans les tubes, eh bien, j'ai demandé quelque chose au quatuor Diotima. Un des plus grands tubes de la musique classique, d'un compositeur dont les autres œuvres ne sont pas très connues, ce qui est dommage. Il s'agit de Samuel Barber, compositeur américain. Moi, j'aime beaucoup la musique de Barber, mais enfin, presque personne ne connaît cette musique, sauf une chose,
même pas une œuvre en entier, un mouvement d'une œuvre. Le mouvement lent du Quatuor opus 11. Le Quatuor opus 11, Barber l'écrit en 1936. Et il en fait une transcription pour orchestre à cordes qu'il envoie à Toscanini. Toscanini ne donne pas de réponse tout de suite, finit par le diriger et très rapidement, ça va devenir une sorte de second hymne national américain qu'on utilise aux enterrements. Il n'y a jamais eu de chef d'État aux États-Unis qui ne se soit fait enterrer sans l'adagio de Barber. Et d'ailleurs, c'est très beau, c'est magnifique, c'est très chic, même, je vous le conseille, ne mourrez pas sans votre adagio de Barber. Non, je t'assure, Francis, avec l'adagio de Barber, mourir n'a jamais été aussi agréable. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Vous allez l'entendre, on peut dire que c'est expressif, que c'est sentimental, mais il y a plein de pièces en musique qui sont expressives et sentimentales. Non, il y a quelque chose de plus. C'est que vous allez voir, la mélodie du premier violon semble ne jamais s'arrêter. Et du coup, accompagné par de larges accords, comme une sorte d'orgue mystérieux du reste du quatuor, eh bien, on a l'impression que le temps est suspendu. Peut-être ce qu'on voudrait qu'il arrive avant la mort, peut-être ce qui arrive quand on est frappé par le deuil, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose d'incroyable, une sorte d'expérience temporelle que je vous propose maintenant de franchir, l'Adagio de Samuel Barber par le quatuor Diotima.
C'est bien. Ah ouais, là, ça... Voilà, Francis, j'ai quand même trouvé quelque chose qui t'a plu dans le XXe siècle. Ah bah ouais, non, ça c'est magnifique. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission, mais vous n'échapperez pas, oui, à un second quiz. Ah. Je vous attends. Jean-Christophe aussi, tu quiz. Bon, mais oui. Bien. Alors, il y a une date magique chez les musiciens. C'est comme 1515 chez les historiens, la bataille de Marignan. Eh bien, chez les musiciens, c'est 1750. C'est la mort de Bach. Mais il se trouve que Handel est mort pas beaucoup de temps après. Dans ces années-là, il y a aussi la naissance de Mozart. Donc, c'est vraiment assez pratique à retenir. Donc, moi, je vous joue à chaque fois un morceau et vous devez me dire, et là, Jean-Christophe n'a pas le droit de parler, si c'est classique ou baroque. Par contre, après, quand on essaie de savoir de quoi il s'agit, peut-être qu'on aura bien besoin de Jean-Christophe, Donc une alors, sorte de maître Capello. Ce qui est baroque, c'est Bach. C'est avant 1750. Avant 1750 et après Avant Bach. Jusqu'à la mort de Bach, c'est baroque. après, c'est classique. Après, ça Après, commence c'est grosso à modo. partir de l'enfant D'accord. Verdi, Ouais. ça remonte Voilà. voilà. Ouais. C'est parti. Alors, je dirais classique. Classique. Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est Mozart. Non. Pas loin, pas loin. Non. Non, pas Bach. Non, pas Bach. C'est Pas loin de Mozart. pas loin de Mozart. Ça Alors, commence par un H. Handel. Non. Non. Après, un A. Haydn. Ouais, voilà. Oui, enfin bon, tu donnes la... C'est Haydn. Bah, je me tais. Non, mais il là, est gentil avec C'est nous. le thème le plus connu de Haydn. Bah oui, Ça bah a été oui. repris. C'est C'est devenu l'hymne l'hymne allemand. autrichien et l'hymne allemand. C'est vrai. C'est les deux hymnes nationaux. Deuxième morceau. Donc là, c'est Bach, c'est baroque. C'est Barack Obama. Et quoi de Bach? Le Concerto concerto italien. italien. Voilà. Autant Très pour moi. bien. Mais bon. Troisième j'ai trouvé Bach quand morceau. même. Facile à reconnaître. Classique. non, ça c'est Bach. Oh bah c'est C'est- facile en Non, fait. c'est Lully. Ah, il Non, va pas les mal, français. ouais, mais ouais. non, c'est pas Lully. C'est pas Lully. Non, t'as pas le droit. Campra. En tout cas, pas sans argent. Campra, non. Si encore il te donne de l'argent, non. Grand Ah, compositeur. Enfin, les Indes, celui qui a écrit les Indes. Voilà. Ramon. Jean-Philippe Ramon. Bravo, exactement. Jean-Philippe Ramon. Même époque que Bach. Nouvelle épreuve. Classique. Classique. Ah non. Ça n'est pas classique. Alléluia. Bah oui. Oh. Vivaldi. Non. Non. Handel. Oui, le Messie. Handel. Handel. Oh, tu es 1741. Baroque. C'est un baroque. Alléluia. Mozart. Classique. Oui. Bien Mathilda, Mozart, classique. Oui, vous avez tous les deux. En fait, il y a une différence. Hein. Classique, c'est très baroque, c'est un peu plus rythmé. Enfin, je sais pas si c'est ceux que tu as choisis. Oui, Ouais, en gros, ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a Classique, du c'est classique plus- qui donne quand même. Hein. Ouais. Ça dépend, Oui, mais il y a ouais, quand même Mais l'articulation, le la rythme, mélodie, ce c'est qui vrai. parle et tout, c'est plus. Oui, c'est vrai, c'est plus. Non, non, on pourrait presque, pour un petit peu schématiser, dire ça. La présence du rythme d'un côté, la présence de l'ornementation et de la mélodie, hein, puisque au fond, c'est le grand problème du style classique, toujours la mélodie. Très bien. Eh bien, ils viennent de remonter, tu avais un point d'avance, vous êtes à égalité. Il n'en reste plus qu'un. Allez. C'est baroque. Non. Ah bon? Classique. Tu vois, il y a du rythme, mais c'est pas baroque.
C'est quand même pas si simple. C'est l'exemple qui... C'est vrai qu'il y a du rythme. Je connais par cœur chaque note, pourtant, c'est idiot. Bien sûr, il y a les choses rythmiques, mais ce qui est typique du classique, c'est l'articulation de la phrase. Donc on sait que c'est classique. Ça commence par un... Non, Ah non, je dis là, pas. quand Ah, même. voilà. Enfin, compositeur classique, il n'y en a pas 36. Allez, Francis. Attends, mais Beethoven, le final de la pathétique. Vous êtes resté à égalité. Eh bien, c'est très bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être prêté à ce dernier quiz. Merci pour l'aide. Voilà. Un grand merci à Mathilde Amet qui revient donc aux côtés de Pascal Légitimus pour les 4 dernières de Plus si affinité. Les 11, 12, 13 décembre au Casino de Paris. Et puis, on peut lire ton livre, donc paru il y a 2 ans chez Flammarion. Flammarion. Voilà. Et dont le titre est Personne ne le saura. Francis, toi, tu es parti pour une tournée des châteaux français, si j'ai bien compris. Ben voilà, Rigoletto va Chambord. continuer. Après 10 représentations, on joue au mois de septembre, les 4 et 5 au château d'Arouet, près de Nancy. 10, 11, 12 septembre à Vaux-le-Vicomte. Et la dernière sera le 19 septembre à Chambord. Bravo. Donc, Passy, toi, c'était le 15 juin dernier, la sortie de ton dernier album. Bisson intitulé Abisso. Africa. Africa. Ça veut dire quoi, Bisson Abisso? Tous ensemble, entre nous, tout ça. C'est un album qui réunit aussi bien la musique urbaine que les rythmes africains jusqu'aux Antilles, mélangés à justement la culture urbaine, à du rap. Formidable. Il manque juste le théorbe. Voilà. Mais c'est pour le prochain disque. Prochain album. Bravo, Passy. Merci beaucoup d'être venu. À nos côtés, évidemment, je remercie très chaleureusement le quatuor Diotima. Je rappelle leur dernier disque, un disque consacré à Janáček, justement les 2 quatuors de Janáček, y compris la version très rare avec Viol d'amour, et puis leur prochain disque chez Naïve, un disque consacré au quatuor du compositeur français d'origine britannique, George Hounslow. Le pianiste de jazz Yaron Herman, on peut le retrouver dans son trio et dans un disque paru chez Naïve qui s'intitule Muse. Et maintenant, Jean-Christophe, je dois parler un petit peu de Vivaldi, parce que j'ai envie de conseiller quand même aux téléspectateurs 3 disques Vivaldi. Évidemment, celui du concerto La Notée, qu'on vient d'entendre, avec Sébastien Marc comme soliste, à la flûte à bec alto. Et puis, côté religieux, le Nissi Dominus et le Stabat Mater. Et côté opéra, le disque qu'a acheté Francis, la Fida Ninfa, toujours l'ensemble Motheus, dirigé par Jean-Christophe. Bravo. Mais alors, puisque nous sommes du côté de l'Italie et de l'opéra, je dois aussi dire qu'au mois de janvier prochain, au Châtelet, on pourra aller applaudir, dirigé par Jean-Christophe, La Norma, qu'on n'avait pas entendu depuis assez longtemps à Paris. Et toujours du côté de l'opéra italien, eh bien, il y a un DVD de Macbeth de Verdi qui nous permet de retrouver Sylvie Valère. Donc un petit mot pour remercier aussi chaleureusement notre joueur de théorbe, Mauricio Bouraglia. Et maintenant, je propose qu'on joue tous ensemble le refrain, presque le gimmick de l'émission. J'ai tout vu, j'ai tout fait, et des choses j'en connais, mais je voudrais retourner dans ma chambre de gosse. Passy, tu connais forcément, c'est ta chanson, et puis nous, on va un petit peu improviser autour. D'accord. J'ai tout vu, j'ai tout fait, et des choses j'en connais, mais je voudrais retourner dans ma chambre de gosse. J'ai tout vu, j'ai tout fait, et des choses j'en connais, mais je voudrais
j'en connais. Mais je voudrais retourner dans ma chambre de gosse. Je dois Et je voudrais retourner dans ma chambre